d'un côté, on a la banque traditionnelle qui propose des solutions avant tout de paiement. Et d'un autre côté, on a des plateformes en ligne qui permettent des solutions de placement, donc des robo-advisors. Donc finalement, pour pouvoir faire de la performance sur le Forex, il y a eu incitation d'aller faire du trading avec des effets de levier sur des produits retail en plus comme les CFD, sur lesquels les market makers, tout simplement, excuse-moi pour l'expression, se gavent. Donc les gens ont perdu énormément d'argent. C'est très intéressant que tu parles autant de corrélation entre les différentes classes d'actifs, parce qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, mais je pense qu'il est essentiel pour toute personne qui souhaite aller un petit peu dans l'investissement. Et la raison de la diversification, c'est d'éviter de mettre des choses ensemble qui sont de même nature, et c'est ce qu'on appelle la corrélation ou la décorrélation. L'objectif de l'utilisateur final, finalement, c'est d'avoir une action passive, tout en ayant un portefeuille actif. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gaël Itier sur le podcast de La Bonne Fortune où on va parler de plein de choses, mais notamment on va s'immiscer un petit peu dans l'univers du trading, que ce soit le trading manuel ou alors un peu automatisé. Salut Gaël. Salut Ismaël, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être ici. Alors, tu es le fondateur et le CEO de Automata, qui propose une solution AKT.io. On y reviendra également un peu plus tard dans l'émission. Mais tu as un parcours assez riche, assez intéressant. On voit que tu as fait une école polytechnique. Tu as travaillé un petit peu à droite, à gauche, peut-être à Londres. Tu vas m'en dire un petit peu plus. Tu étais trader également. Tu as même gagné une petite compétition en 2014 à ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Gaël ? Avec plaisir, vraiment. Alors, c'est vrai que j'ai un profil ingénieur à l'origine, dans lequel j'ai particulièrement foncé en finance de marché. Vraiment, ça m'a très rapidement passionné. Et donc, c'était ce mélange entre les algorithmes, la partie vraiment mathématique et très informatique de la chose qui m'a plu. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que le marché, on va dire que la finance traditionnelle était en demande de profils très informatiques. C'est vraiment les balbutiements de l'informatique, ou du moins quand j'ai été diplômé en 2008. Et les choses progressent, mais assez lentement, ce qui donne en fait l'émergence aujourd'hui des fintech dans le marché. C'est vraiment peut-être ce manque d'informatique et c'est ça qui m'a passionné. C'est vraiment de rentrer dans le sujet. Donc j'ai vraiment un profil algo-trader. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans différentes institutions financières, effectivement. D'accord. Tu peux les citer ? Oui, notamment la dernière en date avant celle-là, c'était JFD Bank, dans lequel j'ai eu l'occasion avec certains de mes partenaires aujourd'hui au sein d'Automata, des fondateurs, de déployer le bureau de wealth management de la société. Donc c'est une banque aujourd'hui, mais c'est plutôt un broker, non market maker. Qui avait vraiment un certain nombre de clients qui avaient du mal sur le plan du trading à faire de l'argent. Et comme ils ont vraiment cette bonne image, ça s'appelle Just Fair and Direct, et vraiment j'ai une très bonne relation avec eux parce qu'ils ont vraiment cette façon de faire très très bonne, à l'inverse d'un market maker, comme on l'évoquait en discutant tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est que ils avaient l'ambition d'aider leurs clients à faire de l'argent et de mieux trader. Donc, c'était pas pédagogique. On a plutôt réalisé des algorithmes de trading qui a permis justement à un certain nombre de clients relativement fortunés à l'époque, sur plusieurs dizaines de millions d'euros, de faire travailler leur argent. D'ailleurs, pendant des années assez compliquées comme entre 2012 et 2015. Et donc, c'est les fondements du projet Automata, c'est-à-dire faire travailler l'argent de nos clients. Alors, à l'époque, c'était des clients fortunés. Et puis finalement, à un moment donné, on a décidé
de prendre notre envol de l'entrepreneuriat, fort aussi de notre propriété intellectuelle. Donc on est parti avec la propriété intellectuelle du Robot Advisor, en relation bonne bilatérale avec JFD Bank, et pour pouvoir construire Automata. Et on a démarré avec un Robot Advisor, notamment sur la crypto-monnaie, qui faisait du sens en 2017-2018. Tu parles de robot advisor, on va rentrer dedans directement. Donc on parle de trading. Le trading, je vois, j'ai particulièrement des comptes titres, PEA, où je peux acheter mes actions, etc. Donc je clique, je place mes ordres, ordre au marché, ordre limité, etc. Mais un robot advisor, c'est quoi? C'est un robot qui va faire les choses à ma place? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que le Robot Advisor, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue utilisateur, d'un côté. Et en fait, d'un autre côté, si on fait un peu ses recherches sur internet, on voit aussi que c'est un business model qui, pour l'entreprise, est assez difficile à maintenir parce que, du fait de la disruption, c'est un peu la mort du business pour l'entrepreneur. Parce que l'ambition étant de permettre d'avoir des solutions d'investissement automatisées pour le client final, qui n'est de moins... C'est-à-dire que l'image de la banque privée, c'est on arrive avec des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros pour placer Mhm. son argent, et les frais sont élevés. Donc, on a un super business model pour l'entreprise. Mais par contre, c'est pas super cool pour le client final. Surtout pour monsieur tout le monde qui aimerait peut-être avoir son argent intelligemment investi. Le robot advisor est venu solutionner la problématique de la banque privée réservée à une certaine clientèle élitiste avec des frais élevés, en faisant des frais super orientés client, donc c'est des frais très bas, Mhm. avec la possibilité de rentrer avec un ticket très bas. À partir de quelques euros, on pourrait avoir son argent travaillé, notamment grâce à l'émergence de certaines technologies qui s'appellent le fractional share investing. C'est-à-dire on peut acheter une fraction d'actions Apple, par exemple, plutôt que de dépenser des centaines ou des milliers d'euros par action. Je pense notamment à Amazon, qui est cher, ou ce genre de choses. Ben non, là, en fait, on peut constituer un portefeuille diversifié, intelligemment, à partir de quelques euros, grâce à cette nouvelle technologie, dont l'émergence de ces technologies était plutôt autour de 2008-2009, donc avec l'émergence de certains robots advisors aux États-Unis, des big names, hein, je pense à Betterment, notamment, souvent drivés par des grosses boîtes type BlackRock à l'origine de ce type de projet. Et donc, pour répondre à tout ça, c'est une solution d'investissement automatisée pour monsieur tout le monde. Alors comment ça marche? C'est un peu comme en banque privée, du coup, voilà comment ça fonctionne. D'abord, on répond à un questionnaire qui permet automatiquement, alors c'est des algorithmes, un petit peu d'intelligence artificielle, qui permet de déterminer son profil d'investisseur Mhm. à travers un questionnaire de découverte client. Et à ce moment-là, on crée automatiquement un portefeuille d'investissement automatisé et sur mesure, qui correspond normalement à nos attentes, dans lequel évidemment il y a eu un choix sur le risque que la personne est prête à prendre. Hein, donc on identifie le risque de la personne et automatiquement on va créer des portefeuilles dont l'argent est géré automatiquement sur les marchés. Alors ça peut être notamment composé par exemple, anciennement c'était composé d'obligations et puis d'actions. Et puis on essayait de faire des portefeuilles avec du rebalancement pour aller d'un produit pas trop risqué comme les obligations qui génèrent des taux d'intérêt à peu de risques jusqu'à aller plutôt sur les marchés actions un petit peu plus risqués, de la tech et autres, pour aller créer un portefeuille sur le long terme qui génère des rendements intéressants. D'accord, donc l'idée c'était de mettre en place un système automatisé en quelque sorte via les algorithmes et cetera pour se constituer, on peut prendre l'exemple d'un permanent de portfolio, hein, qui a été, pareil, promu par, notamment Ray Dalio où il y avait, dedans une partie comme tu l'évoques en obligations, une partie en actions, une partie en or, Tout à fait. et une autre partie en actions des pays émergents pour contrebalancer un petit peu ce que ces différentes classes d'actifs sont dites jusqu'à aujourd'hui décorrélées un petit peu les unes des autres. Et quand le marché s'effondre un petit peu, ben, l'obligation va venir soutenir un petit peu ça, éviter des performances amoindries, etc., etc. Et donc l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de mettre en place des robots qui viennent articuler tout ça de façon permanente pour éviter que nous, investisseurs particuliers, individus, devions faire ces manipulations de passage d'ordre un petit peu comme ça au quotidien.
Exactement, c'est très bien décrit, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est que les algorithmes articulent, alors du coup, on parle de rebalancement, Mmh. entre les différentes poches, avec différents risques et dont évidemment l'ambition étant de décorréler au maximum les classes d'actifs pour pouvoir avoir un portefeuille diversifié intelligemment. Où c'est qu'on trouve ces robots, advisors? Qui c'est qui les propose aujourd'hui? Donc, j'imagine que vous, chez Automata, bien sûr en premier lieu, mais sinon, les banques traditionnelles, je sais pas moi, le CIC, Crédit Agricole, si demain je vais voir mon conseiller, bancaire, dire, «Je souhaiterais, placer, mais je ne veux pas m'en occuper», les gestions dites pilotées, sont constituées un petit peu de cette façon ou comment ça se passe? Alors justement, pas du tout. Et là, on rentre dans le cœur du problème. Et je suis content que tu poses cette question parce que c'est selon moi la problématique aujourd'hui. C'est que d'un côté, on a la banque traditionnelle qui propose des solutions avant tout de paiement. Et ça, faut le dire. Et d'un autre côté, on a des plateformes en ligne qui permettent des solutions de placement. Donc des robots advisors qui sont complètement séparés l'un de l'autre. Mmh Et mh. donc, Mmh. c'est cette séparation. Donc, on peut trouver des robots advisors sur le marché. Je pense notamment aux Américains. Surtout, les Américains sont très bons. Il y en a quelques-uns aussi en Europe. Je pense notamment à Nutmeg en Angleterre, qui est très bon. Mais il se trouve que ce sont des solutions qui sont séparées du système bancaire et donc qui ne permettent pas correctement d'adresser la problématique du marché, qui est de monsieur tout le monde, avoir à la fois son argent qui travaille et à la fois l'accès à cet argent pour ses besoins quotidiens. D'accord, ouais. Mmh. Parce que l'argent ne coule pas à flot chez monsieur tout le monde. Et c'est ça qui fait que du coup, ils sont plutôt piégés pour pouvoir investir. Et donc, même si c'est aussi simple que de faire un virement bancaire dans un sens ou dans l'autre pour récupérer l'argent ou pour le placer, ça prend du temps, c'est rébarbatif et c'est bloquant. Comment enfin, quel est le risque des robots advisors? Mmh. Eh bien, finalement, aujourd'hui, le risque, c'est celui du risque traditionnel de marché qui est omniprésent quand on est sur des classes d'actifs à risque. Donc, finalement, qu'on gère soi-même son portefeuille ou qu'il soit géré par quelqu'un d'autre, à partir du moment où la classe d'actifs est à risque, le portefeuille est à risque. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui permettent de maximiser le résultat entre le risque et les performances, donc minimiser le risque. Donc, finalement, c'est comme tu le disais, la diversification en ayant des classes d'actifs le plus décorrélées possible, une gestion active des poches d'argent entre les différentes classes d'actifs, ce que j'appelais tout à l'heure le rebalancement. Mmh Donc mh. tout ça permet d'optimiser le risque et d'avoir un rendement le plus linéaire possible, puisque l'objectif de l'utilisateur final, finalement, c'est d'avoir une action passive tout en ayant un portefeuille actif, sans rien faire, en laissant les algorithmes faire. Ce qui est bien, c'est que l'algorithme, alors les bons algorithmes, évidemment, sont plutôt designés pour réduire le risque, et plutôt que de maximiser le rendement. Évidemment, puisque si on a des bonnes classes d'actifs, on aura du rendement. Par contre, ce que l'utilisateur final souhaite éviter le plus possible, c'est d'avoir du risque tout en ayant une croissance, on va dire régulière et pas en exponentielle de son investissement. Donc aujourd'hui, le risque est le risque traditionnel de marché en fonction des classes d'actifs. Et le problème que j'ai envie vraiment de mettre en avant aujourd'hui, Mmh. notamment, c'est au-delà des robots advisors, c'est sur l'investissement, c'est que, je te le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, en général, quand on construit un portefeuille, c'est d'avoir des classes d'actifs peu risquées, comme de l'obligataire, qui génèrent des taux d'intérêt, d'un côté, et de l'autre côté, d'avoir des classes d'actifs plus à risque, comme les actions, les commodities, donc les métaux précieux, par exemple, tu citais l'or, ou autres, qui vont venir booster les performances. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans un marché où les taux d'intérêt soient très bas, soit négatifs. Donc aujourd'hui, on est quasiment plus capable de construire des portefeuilles d'investissement intelligents qui permettraient à la fois d'être couverts avec la génération d'intérêt plutôt côté classe d'actifs obligataires, Mmh. pour pouvoir aller sur les marchés un petit peu plus à risque et construire un portefeuille équilibré. Ça, c'est la problématique d'aujourd'hui. Et oui, il y a un marché, qui est un petit peu, qui fait tourner la tête à pas mal de personnes. On l'a vu d'ailleurs même pendant la crise du coronavirus où, tout s'est écroulé en même temps, même, et les actions et les métaux précieux et même les cryptomonnaies.
Et tout est remonté en même temps, donc tout était corrélé, chose qui était peut-être un peu inédite. Arrête-moi si je me trompe, hein, tu as peut-être un œil un peu plus avisé sur cette question, mais c'est vrai que sur les crises précédentes, là où il y avait une décorrélation vraiment entre les différentes classes d'actifs, là on a senti peut-être une corrélation entre tout ça et avec des obligations qui sous-performent en ce moment, donc ils ne protègent plus trop peut-être du risque. Qu'est-ce qu'on fait dans ce marché un petit peu périlleux, un petit peu nouveau euh, euh, Pourquoi se tourner sur un robot plutôt que de faire du trading manuel comment on s'en sort un petit peu? Est-ce que tu as quelques petites pistes de réflexion à proposer là-dessus? C'est vrai que j'aimerais revenir sur un point que tu citais. C'est très intéressant que tu parles autant de corrélation entre les différentes classes d'actifs, parce qu'on rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, mais je pense qu'il est essentiel pour toute personne qui souhaite aller un petit peu dans l'investissement, ne serait-ce que même de loin et avec un niveau débutant. Je pense que la première chose à comprendre, c'est que diversifier, c'est smart. On connaît les raisons, même quand on n'est pas expert. Et la raison de la diversification, c'est d'éviter de mettre des choses ensemble qui sont de même nature, et c'est ce qu'on appelle la corrélation ou la décorrélation. Alors, avant de rentrer sur le sujet, par exemple, du coronavirus, notamment avec ces classes d'actifs qui étaient plutôt corrélées, le vrai souci de placement aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou pas aujourd'hui qu'on a, mais qu'on a eu à une certaine époque, et ça fait très très peur dans le marché de l'investissement, c'est lorsqu'en fait on a une corrélation à la baisse des taux d'intérêt qui baissent avec un marché action qui baisse. De manière historique, généralement, les choses sont inversement corrélées. Les marchés actions baissent, les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt baissent, les marchés actions montent. Donc on est normalement capable de faire des portefeuilles d'investissement qui ont un équilibre avec des rebalancements intelligents. Et il y a quelques années, on a commencé à rentrer dans une corrélation à la Mhm. baisse, ce qui est extrêmement mauvais. Et on a du mal aujourd'hui, évidemment, de toute façon, d'avoir des taux d'intérêt qui remontent, puisqu'on est à risque déflationniste. On le voit notamment avec les taux d'intérêt négatifs qui sont appliqués aujourd'hui auprès des banques par les banques centrales pour pouvoir justement favoriser la croissance d'un côté, et c'est ce qui est très important à connaître en économie en général, c'est le fameux triangle croissance, taux d'intérêt, inflation. Et donc tout ça, c'est un équilibre économique qui est assez compliqué, qu'il faudrait connaître pour ceux qui, mais pour être vraiment très basique, euh, on appelle, euh, si tu veux, l'inflation, Mhm. l'objectif étant la croissance. On appelle avant tout tout ça à travers, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt et on injecte des liquidités auprès des banques. Donc les banques centrales alimentent les banques traditionnelles en leur disant, eh bien, faites des investissements, permettez à nos sociétés d'investir, ce qui permet de générer des produits, de générer des choses, donc de créer un petit peu de croissance. Par la même occasion, quand on génère de la croissance, cela permet d'embaucher et d'augmenter les salaires. Et donc, on commence à rentrer dans un cercle vertueux, et petit à petit, on crée de l'inflation. Et donc, c'est un triangle, c'est cette mécanique qui généralement est initiée par baisser les taux d'intérêt et Mhm. d'injection de liquidités, Chose qui a été faite actuellement. chose qui est faite depuis quelques années, Mhm. initiée par la Fed et puis finalement derrière suivie par la BCE. Donc c'est des choses qui sont faites depuis plusieurs années maintenant, forte injection de liquidités. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Les fortes injections de liquidités, eh ben, il faut qu'elles soient investies. Les banques doivent les investir dans les sociétés pour favoriser la croissance, pour créer ce cercle vertueux. Et il y a trop de liquidités chez les banques qui n'ont pas assez investi auprès des entreprises. Et donc ben, les banques centrales, pour dire aux banques, allez-y, investissez, ont commencé à taxer les banques sur les excès de liquidité qu'elles possèdent, parce qu'elles n'investissent pas et donc ne favorisent pas la croissance. On leur donne énormément d'argent, allez-y. Si vous le faites pas, on va vous taxer. D'où les taux d'intérêt négatifs. C'est ça les taux d'intérêt négatifs. Ça paraît compliqué, et puis finalement, en 2 minutes, on comprend avec des mots simples. Et donc, c'est ce genre de choses qui permettent pas, en tout cas, quand les taux d'intérêt baissent et que les marchés baissent, de créer des portefeuilles d'investissement smart. Maintenant, on revient sur ton sujet, notamment autour du Covid, c'est très intéressant, parce que malgré tout, il y a eu des corrélations, ok, quand il y a un choc comme ça, une guerre, une épidémie, il y a un choc dramatique économique qui fait que tout baisse. Ça c'est intrinsèque, hein, on changera jamais ça.
Par contre, généralement, on a quand même plutôt l'or qui monte dans ce genre de cas. Donc on a quand même au moins cette classe d'actifs qui généralement prend le relais. On a ça. On a l'euro généralement qui monte face au dollar. Mhm. On a aussi quand même un jeu sur les devises, puisqu'on sait que les devises, l'euro et le dollar ne peuvent pas baisser tous les deux. À ce moment-là, le prix serait fixe. Donc c'est forcément l'un par rapport à l'autre. Donc on a l'euro qui généralement est une valeur refuge dans les cas comme cela. Donc on voit souvent l'euro-dollar monter, ce qu'on a eu d'ailleurs. Et d'un autre côté, on a aussi vu très rapidement le marché des tech, la technologie, rapidement progresser. Évidemment, d'un autre côté, l'industrie du tourisme, l'industrie des compagnies aériennes, du cinéma, enfin évidemment tout ce qui est bloquant pour le voyage ou pour le tourisme a subi sur le long terme. Ça a été assez long pour que ça remonte. On est plutôt dans une phase de remontée. En ce moment d'ailleurs, évidemment, notamment quand il y a eu les news autour de la solution avec le vaccin, qui est arrivé quand même assez vite, on Mhm. s'en rend Mhm. compte. Mais par contre, les techs, elles ont explosé. Évidemment, Netflix, Zoom, Amazon. Évidemment, on va plus chez son marchand, on va plus dans son shop du coin pour acheter les choses. On se fait livrer. Et ça, c'est des choses qui ont explosé. Donc, il y avait quand même rapidement cette classe d'actifs qui, de toute façon, on perd forcément dans un marché où tout est baissier dès qu'il y a un drame comme ça qui se passe. Par contre, rapidement, il y a des mines d'or entre guillemets. Et c'est vrai que la tech était la valeur refuge par excellence. C'était assez facile de jumper dedans. Parce que c'est une évidence de tout le monde. Tout le monde va utiliser Zoom parce qu'on va travailler à distance. Tout le monde va se commander un Netflix parce que on reste chez soi, on est enfermé. Et Amazon, tout le monde va se faire commander des choses. C'était assez facile quand même. L'or et les crypto-monnaies ont plutôt finalement eu le même destin que la tech. D'ailleurs, tu regarderas, mais en général, les gens, vous pouvez regarder aussi. Il y a une énorme corrélation entre les sociétés à valeur technologique et la crypto-monnaie. Ce qui paraît un peu logique finalement. Oui, oui, c'est un peu le même univers, tout est lié, en effet. Mais super intéressant ce petit point de focus, ce petit point d'étape sur cette période coronavirus, et puis avec voilà euh, ce triangle en tout cas qui est intéressant entre l'inflation, la croissance Et les taux d'intérêt. et les taux d'intérêt. Pour ce qui est du trading, encore une fois, aujourd'hui, je suis trader manuel, donc comme tu le dis, c'était assez simple de voir que les valeurs technologiques allaient avoir un potentiel, etc. On a pu constater, d'ailleurs, l'ensemble des brokers ont vu leur nombre d'adhésions, de comptes, de demandes d'ouverture exploser pendant cette période Covid, que ce soit en France, aux États-Unis également. Euh, les gens ont voulu se porter sur le marché, peut-être jouer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais miser également sur le pétrole, miser sur d'autres choses. Euh, N'importe qui serait rentré au mois de mars, avril 2019 aurait parié sur l'ensemble des entreprises du CAC 40 ou même d'autres, pour rester peut-être dans l'image d'un PEA, mais peu importe, euh, se retrouverait aujourd'hui avec un portefeuille Gagnant. avec une valorisation intéressante et gagnant, avec des belles performances. Quel est l'intérêt, et même si on va en dehors de cette crise du coronavirus, si je dis pas de bêtises, n'importe qui investit depuis plus de 20 ans sur le S&P 500 est gagnant, grosso modo, peut-être de 8%, quelque chose comme ça. Euh, Quel intérêt de faire appel à un robot? Est-ce qu'on peut pas simplement prendre les actions, ou même avec des ETF, aujourd'hui des ETF World, etc., et se dire, bon, je suis tranquille, je m'assure, je vise sur du long terme, et je suis tranquille là-dessus, et tout va bien se passer. Eh bien, j'aime bien cette approche. Parce que finalement, l'un dans l'autre a quand même plutôt raison. Aujourd'hui, construire un portefeuille pour un néophyte d'ETF bien diversifié, smart, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va proposer nous sur notre plateforme, pour cette raison-là, parce que tu as raison, eh bien c'est smart. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est particulièrement fait en Allemagne. Les Allemands sont friands d'ETF. Et ils sont réputés pour être très bons sur la constitution d'épargne et notamment la création d'un avenir financier. Et je pense que tu as raison. Effectivement, on sait que en moyenne les marchés ne font que monter, sauf crise exceptionnelle. Là, je trouve quand même qu'avec la crise du coronavirus, c'est quand même un choc économique phénoménal. On a les marchés qui montent.
enfin, ils ont baissé évidemment fort, mais ils sont remontés aussi fort. Si on regarde le Dow Jones, par exemple, enfin Wall Street en général, est largement plus haut qu'avant la crise du coronavirus. Donc, il a non seulement rattrapé la baisse de 30% quand même, mais en plus, il a suivi la courbe ascendante comme s'il n'y avait pas eu ce choc, alors qu'on est carrément dans un choc énorme économique. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe surtout qu'il y a une rotation sectorielle aujourd'hui. Tout ce qui était manufacture à l'époque, maintenant devient de la tech. Et la tech, ça explose parce que la tech, c'est l'avenir. La tech permet La tech aujourd'hui, Amazon, hein, tu te fais livrer, Netflix, tu regardes ton film chez toi, l'IA, etc. Tout ça est totalement en accord avec un choc économique lié, par exemple, au coronavirus. Par Et exemple. ouais, ouais, ouais. On peut vivre grâce à la tech. Donc, c'est sûr que la technologie, les marchés de technologie, la biotech, hein, il n'y a pas que la fintech d'ailleurs, il y a la biotech, les tech en général, la fintech. Toutes ces solutions-là sont totalement en accord avec les problématiques que nous avons vécues pour assurer un avenir, on va dire, potentiel, quoi. Même si c'est très dur, ce qu'on a vécu. Et donc, c'est ce genre de marché, de manière en rotation sectorielle, on va de moins en moins vers ce qui est plutôt manufacture, vers la tech, et donc il y a une progression des marchés. En plus, les valorisations dans la tech sont juste phénoménales. On vient de voir quand même une explosion, breakout haussier de Tesla il y a quelques jours, pour encore atteindre des sommets vertigineux. Il faut savoir que Tesla, depuis plusieurs années, depuis très longtemps maintenant, est considéré par les grands acteurs économiques, les grandes banques, comme étant 10 fois trop valorisé quand même. C'est peut-être plus même. C'est le cas de Tesla, de Amazon, etc., qui ont des valorisations extrêmement disproportionnées par rapport au reste du marché. Continue de Euh, monter. Continue hmm. de monter. Tesla, tu le mets où? Tu le mets dans des valeurs automobiles ou tech? Tu le classes dans quelle catégorie? Maintenant, je pense que, alors c'est de la tech, hein, ça c'est clair, c'est carrément de la tech, et c'est pour ça que ça explose autant. C'est parce qu'ils sont fournisseurs de technologie, et bientôt il y aura du Tesla partout. Donc, quand tout le monde aura du Tesla, alors qu'il n'aura pas nécessairement une voiture Tesla, eh bien, ils investissent tellement dans l'innovation qu'ils seront incontournables, assurément. Mais bon, c'est un sujet comme un autre. Mais c'est sûr que le sujet de la technologie, les biotech, hein, par exemple, hein, explose aussi. C'est un carton plein. La technologie, je pense que c'est le secteur pour les 10 prochaines années qui va ne faire que progresser. Et j'ai même envie de te dire, on est au balbutiement de la technologie. Donc, ceux qui parient à la baisse sur le marché sont des malades. Hein, alors j'incite pas à investir toute son épargne sur les techs les plus prometteuses et c'est tout, effectivement. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le secteur de la technologie aujourd'hui, au sens large, est le secteur le plus prometteur sur les 10 prochaines années, assurément. Et c'est pour ça que les marchés continuent de monter. À titre personnel, je me pose la question, j'ai pas, par exemple, j'ai pas de Google ou Alphabet aujourd'hui, j'ai pas de Facebook, bientôt Meta, je sais pas si ils ont effectué ou pas le changement encore. J'ai pas de Tesla, j'ai pas de Amazon aujourd'hui. Et à chaque fois, je me dis, bon, il faut que j'y rentre parce que c'est quand même un wagon à pas louper, mais à chaque fois, j'ai peur d'y aller me disant, C'est trop tard. waouh, c'est trop tard, c'est super cher, du Tesla à 1100, passer 1100 dollars aujourd'hui. Est-ce que, entre guillemets, j'ai pas déjà loupé le train? Et si je rentre maintenant, je suis pas à l'abri d'avoir une déconvenue, une correction, etc. On parlait de valorisation, de survalorisation éventuelle. Bon, j'imagine que t'as pas de boule de cristal, mais Non, mais si, j'ai un conseil. J'ai un conseil qui est d'ailleurs inexploitable. C'est le conseil de ceux qui donnent des conseils de trading. Tu sais, c'est toujours, je pense que ça va monter, mais ça peut baisser. Il est super ce conseil. Bon, moi je suis pas trop comme ça, je suis quand même plus direct. Mais malgré tout, une chose est sûre, c'est qu'en fait, ces sociétés vont continuer de monter. Mais le risque, c'est qu'au moindre petit choc, et on l'a vu il y a quelques années, il y a eu des chocs, notamment sur Google et Facebook, notamment sur les données. Il y a eu une baisse forte. Alors, ça a été contrebalancé, fair enough. Ils sont très bons, ils savent réagir et rebondir. Mais si on rentre au moment du choc, eh bien, on n'est pas content. On se dit, oulala, là là, je me suis complètement fait avoir, j'ai perdu 30%. Donc, le Mhm. moindre choc de valeur extrêmement valorisée, forcément va faire un choc de 20 à 50% potentiellement sur certaines valeurs extrêmement survalorisées. Un choc sur Tesla, un choc, je veux dire, un problème de production,
un problème détecté last minute, il y aurait un choc comme ça, Tesla pourrait perdre 50%. Donc, à ton avis, il n'y a pas de risque, on va dire, fondamental sur ces technologies, etc. C'est peut-être certainement encore intéressant à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, le risque va se trouver dans une volatilité qui va être un peu augmentée, un peu à l'image des crypto-monnaies où ça peut faire un yo-yo et il faut être un peu plus prêt à ça, tout simplement, quoi. On a clairement des fondamentaux qui permettent de prédire une continuation en général des techs. Alors peut-être, c'est vrai, effectivement, ça fait peur d'aller sur les plus grosses valorisations, mais continue de progresser chaque année. Il y a des bons dividendes aussi, donc c'est Mhm. aussi intéressant, hein. Et mis à part un choc économique du sujet, comme on a vu à un certain moment donné avec Facebook, où il y a un risque de te perdre 30%, mais qui à chaque fois jusqu'à aujourd'hui a été contrebalancé par une belle réaction et une continuation, et on a rattrapé non seulement le choc, mais en plus on a conservé cette courbe en exponentielle de performance annuelle. Mais en D'accord, tout ouais. cas, construire un portefeuille diversifié, encore une fois, permettrait d'assurer mieux ce choc économique. Dont les ETF, c'était une bonne réponse à cette problématique. D'accord, donc avoir un portefeuille diversifié, peut-être prendre voilà quelques actions tech, quelques actions bio, quelques actions autres, etc. Contrebalancer aussi, sécuriser avec des ETF qui sont un peu plus globales. Tu peux juste rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaîtraient pas encore à la limite ce que c'est un ETF, rappeler un petit peu ce que c'est. C'est une poche d'actions, c'est un groupement d'actions ou en tout cas c'est un actif synthétique qui réplique différentes actions. En quelque sorte, c'est ça. Voilà, c'est un pool, c'est une piscine, pas nécessairement d'actions d'ailleurs, hein. C'est une piscine de produits financiers qui sont managés par des pros et qui ont été groupés en un seul produit. C'est un produit qui est pas cher en plus, qui est pas coûteux en termes de frais de transaction, qui est liquide, qui est facile à acheter et à revendre et qui est directement diversifié. Donc on achète directement une poche diversifiée de certains produits. Alors ça peut être évidemment, c'est généralement plutôt des actions, mais ça peut être aussi des obligations, ça Mhm, peut être mhm. un certain nombre de choses, et ça permet de construire facilement, avec quelques ETF, un portefeuille diversifié, relativement smart. D'accord, très bien. Donc c'est une véritable alternative à aller sur du robot advisory, ou carrément gérer les fonds soi-même, où il faut vraiment des compétences et des connaissances, selon moi, abouties. On va faire des performances plus régulières, donc on est dans la régularité, Mhm. et c'est moins orienté de ceux qui veulent avoir un management actif de leur argent, bien évidemment. Et pour en revenir sur les valeurs tech en ce moment, une approche DCA serait peut-être une approche un peu plus judicieuse pour limiter justement cette volatilité, éviter de faire peut-être des bêtises et de rentrer sur un mauvais point. Qu'est-ce que tu penses de cette approche DCA? Oui, je suis d'accord. Ça permet d'éviter les chocs comme on a eu avec le Covid, notamment. Donc c'est smart parce que ça permet d'acheter de manière régulière. J'aime bien. C'est smart, notamment sur des produits diversifiés, qui minimise les chocs. Ouais, par exemple, un produit comme des ETF bien diversifiés, ça c'est smart, parce que du coup on vient réempiler sur le long terme, indépendamment des chocs de marché, sur des choses qui sont déjà bien managées, et déjà diversifiées. Donc ouais, c'est smart, carrément. C'est une des meilleures approches. D'accord, très bien. Et du coup, sur la partie, donc là, on s'est écarté un petit peu du trading, on va dire courte durée, avec une vision peut-être un peu plus long-termiste. Et pour en revenir sur de la courte durée, du trading manuel, si je dis pas de bêtises, il y a en trading manuel 90%, je crois que c'est l'AMF hein, qui a publié un rapport comme ça, ou les chiffres, 90% des traders manuels perdent de l'argent. C'est vrai, c'est dû à quoi? Alors j'aimerais qu'on différencie deux catégories. Le trading qui va être avec des effets de levier, et donc qui va généralement se faire sur des market makers. Donc là, oui, les gens perdent de l'argent à cause des frais excessifs, des mauvaises pratiques que proposent les market makers, hein. Ils essaient de toucher les stop loss, etc. Il y a la promotion des stop loss avec du leverage, donc autant dire qu'on maximise ses chances de perdre de l'argent, tout simplement à cause de la volatilité du marché. Alors c'était justement le scandale qu'il y avait sur le FX, sur le Forex il y a quelques années. C'est-à-dire que le Forex, c'est un marché qui bouge pas beaucoup, il bouge pas vite. C'est pas des 5% de variation généralement dans une journée. C'est des toutes petites variations. Je me permets de te couper. Le Forex, c'est le marché d'échange des différentes devises. Les devises, exactement. Et en fait, il y a eu
il y a eu vraiment beaucoup de publicité en ligne sur ça. Et comme c'est un marché qui bouge pas rapidement, c'est-à-dire qu'il bouge, mais pour faire une variation de 10-20%, il faut vraiment qu'il y ait un choc économique, qu'il y ait des décisions des banques centrales. C'est quelque chose qui s'orchestre sur plusieurs mois ou années. Donc c'est des toutes petites variations par rapport à des actions qui pourraient progresser de 5 ou 10% rapidement. On voit Tesla qui a explosé dernièrement, c'est des grosses progressions puisqu'il il est passé de 800 à 1200 en un temps assez rapide ou un peu moins. Mais on parle donc de plus de 40% de performance, c'est monstrueux en quelques jours, semaines, là où finalement le marché du Forex est beaucoup plus petit. Donc finalement, pour pouvoir faire de la performance sur le Forex, il y a eu incitation d'aller faire du trading avec des effets de levier sur des produits retail en plus comme les CFD, sur lesquels les market makers tout simplement, excuse-moi pour l'expression, se gavent. Donc les gens ont perdu énormément d'argent, puisque le business model du market maker est de gagner de l'argent quand les gens perdent. Donc on fait tout pour que les gens perdent. Avec la volatilité de marché, qui est certes faible, par exemple sur le Forex, sur les actions, mais avec l'effet de levier, eh bien finalement, peu importe son sens, si ça baisse ou ça monte, qu'on soit acheteur ou vendeur, à un moment donné, ça touche ses stop-loss et ça mange tout son argent. Donc les gens qui ont fait du trading, parce que le trading, c'est quand même, quand on emploie le mot trading, c'est qu'on a une approche assez court-termiste, généralement. On vient acheter et vendre régulièrement. À ce moment-là, on a tendance à plutôt aller sur des effets de levier pour aller chercher beaucoup de performance, ce que beaucoup de gens cherchent, et finalement, ils viennent à se retrouver à tout perdre. Donc oui, il y a plus de 95, mais c'est même 98% des gens qui perdent quand ils utilisent de l'effet de levier, parce que c'est très compliqué, c'est quand même très spécial. Il faut, je pense, une culture extrêmement approfondie en finance et en trading pour faire ça. Donc c'est pas monsieur tout le monde, ou du moins c'est presque même personne. Ça, c'est vraiment pour le trading à marge, trading sur marge et trading avec des effets de levier. D'accord. Et les effets de levier, là, juste pour, pareil, encore une fois, repréciser un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux donner un petit exemple chiffré pour voir un petit peu les conséquences et les risques et les proportions que ça peut prendre très très Bien rapidement? sûr, en fait, on vient avec l'effet de levier augmenter virtuellement la taille de la position qu'on fait. Alors par exemple, on pourrait imaginer qu'on joue avec 10 000 euros, mais on va aller jouer, si on fait un effet de levier de 10 par exemple, on a 10 000 euros sur son compte. Les 10 000 euros sont en garantie sur son trade et on joue avec 100 000 euros sur un effet de levier de 10. Donc on joue avec 100 000 euros. Ce qui veut dire que si on joue sur 100 000 euros, par exemple, et qu'une action perd 10%, ce qui est faisable, même en une journée, un petit choc économique lié à l'action. Si l'action perd 10% avec 100 000 euros, on a perdu 10 000. Donc les 10 000 qui sont en collatéral pour assurer les performances et les pertes et les gains réalisés lors de son trading sont immédiatement avalés. Donc si par exemple, on met un effet de levier 10 sur une action qui perd 10% dans la journée, on perd 100% de son capital. Eh oui, pour une baisse, t'as simplement de 10%, forcément, il y a l'effet de levier, ça va dans les deux sens, à la hausse, mais à la baisse. Alors là, on a parlé d'un cas extrême, perte de 100%, mais prenons un cas un petit peu plus insidieux. Par exemple, perte de 2% de l'action. Ça, c'est pas élevé. 10%, c'est élevé. 2%, c'est tous les jours que ça arrive. C'est plus 2 ou moins 2 sur une action. On est en effet de levier 10, ce qui est même pas d'ailleurs, qui ne paraît pas colossal quand on veut faire de l'argent et qu'on a que 10 000 euros à investir. Eh bien, on a perdu 2 000 euros en une journée. Donc, on a perdu 20% de son capital. Eh oui. Donc, on n'a plus que 8 000. Donc, le lendemain, on est écœuré, donc on est trader particulier. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de se refaire. On refait la même erreur. Alors, évidemment, on peut pas toujours perdre. Mais je veux dire, il y a bien une volatilité de plus ou moins 2% dans le mauvais sens à un moment donné. Donc, à un moment donné, on perd 20% de son capital. Et à un moment donné, on a tort plusieurs fois d'affilée. Et ce plusieurs fois d'affilée, c'est pareil un petit peu comme quand on joue au casino. Oui. On a beau jouer rouge, 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 et c'est rouge ou noir, par exemple, à la roulette, il peut tomber rouge 10 fois d'affilée. Donc, à un moment donné, on va avoir tort assez de fois pour tout perdre. Et donc, c'est sur ça que jouent certains market makers pour aller aspirer l'argent des gens. Et comme les gens finissent quand même par se tromper, même si on est bon, eh bien, à cause de l'effet de levier, on perd tout. Et ouais, parce que merci pour cet exemple qui est vraiment très parlant. Moi, j'y vois même une personne qui va gagner 10 fois, 20 fois de suite.
Donc ça va être super. Il va passer peut-être d'un capital de 10 000, disons, à 100 000 euros, mais il va continuer avec la même stratégie, mais en 10 coups perdants, il aura tout perdu. Exactement. Donc peu importe le nombre de gains qu'il aura même réalisé avant, et ça va être peut-être encore pire parce qu'il aura peut-être accumulé une confiance qui va lui permettre de pousser encore plus le curseur et passer d'un effet de levier 10 peut-être à 15 ou à 20 ou même plus Exact. et se retrouver dans la panade. Donc c'est vraiment ça le risque aujourd'hui de l'effet de levier qui est, on le voit hein, par toutes les personnes, on va dire, sérieuses, et vraiment déconseillé aux particuliers pour ces raisons-là. Tout à fait. Et j'aimerais empiler une dernière info, hein. Sans perdre de temps sur ce sujet qui est très particulier, mais qui est très important, je pense, pour la communauté qui écoute, qui a besoin d'entendre ça. Là, on est parti du principe qu'il y avait une symétrie, c'est-à-dire qu'une personne qui gagne, quand elle perd la même chose. Donc, elle va monter à 100 000 euros et elle va tout redescendre à la même vitesse. En réalité, c'est complètement pas du tout ce qui se passe. 90% des gens ne vivent pas ça. Ça, c'est le best scénario. C'est le meilleur cas. Mais le pire des cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va couper quand on joue avec de l'effet de levier, rapidement, on a gagné 1000 euros si c'est gagnant. Donc, quand on joue avec 10 000 et qu'on a plus 500 ou plus 1000 euros, on dit waouh, j'ai gagné énormément d'argent aujourd'hui. C'est 10% de ce que j'ai. 1000 euros, c'est énorme quand on joue avec 10 000. Donc, dès qu'on a gagné, par exemple, on joue avec un effet de levier 10, par exemple, dès qu'on a gagné 1000 euros, dès qu'il y a eu un petit mouvement de 1% dans son sens, on a eu soit bien senti le marché ou un coup de chance, eh bien, on vient couper la position. Mais maintenant, quand on perd 1% et qu'on a 10 000 euros et qu'on a à moins 1000, qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, on est persuadé que son trade était bon. Donc, on a plutôt tendance à garder son trade. Et là, maintenant, l'action, eh bien, rien ne dit que parce qu'elle vient de perdre 1%, elle va remonter. Elle peut perdre 2, elle peut perdre 3. Et à ce moment-là, on va quand même garder, généralement, les gens gardent leur position en cours, en espérant que ça remonte, en se disant, je pense que j'avais raison, que c'est juste un mouvement de marché qui est contre moi pour l'instant, et que ça va remonter. Et donc, comme d'un côté, on a peur d'encaisser la perte de 1000 euros, et qu'il y a cette idée fixe de dire, bah, de toute façon, les marchés montent, donc ça va le faire, et l'ego qui dit, bah, je pense que j'ai quand même raison, j'ai suivi telle analyse, je me suis documenté, etc., eh bien, il va se passer un -2. Et à -2, on est à moins de 1000. Et quand on est à moins de 1000, on a encore plus peur de couper la position, parce qu'on se dit, c'est maintenant que ça va remonter. Et si ça remonte maintenant, et que j'ai coupé ma position, je suis une truffe. Et donc les gens, finalement, conservent les positions perdantes plus que ce qu'ils ne conservent leur position gagnante. Et donc, ils ont une façon de faire asymétrique qui font que leurs pertes sont beaucoup plus élevées que leurs gains. Et même s'ils ont 50% de chances de gagner, ils perdent énormément plus vite de l'argent. Donc, la courbe ascendante pour arriver à 100 000 est très compliquée. Et par contre, la descente aux enfers est extrêmement rapide. Et oui, c'est super intéressant ce que tu dis et ça rejoint un petit peu l'épisode qu'on avait réalisé également avec David Furcage sur tout l'ensemble des biais cognitifs sur lesquels on va être confronté lors de nos différents investissements, que ce soit dans le milieu de la bourse et du trading d'autant plus, où c'est vraiment la gestion des émotions. C'est peut-être aussi pour ça que je reste éloigné de tout ça pour comme ça éviter de faire des éviter de faire des bêtises. Du coup, tu parlais de robots advisors, etc. Ça nous prémunit de tout ça, peut-être aussi la mise en place d'un trading ou des investissements comme ça sur les marchés avec des robots qui, eux, n'ont pas de sentiments, ce sont que des algorithmes. C'est une des solutions pour se parer à tout ça? Alors tout à fait. Alors c'est vrai que la solution du robot advisor va ne pas émettre de sentiments et surtout les algorithmes, ils ont une puissance que l'humain n'a pas, c'est d'être en mesure de minimiser le risque grâce à des algorithmes qui sont basés sur le risque. Donc en fait, on va faire une analyse du marché, notamment de la volatilité. On va avoir une analyse de pattern aussi. Il va y avoir une certaine analyse des tendances de marché, des risques de breakout, enfin, tout ce qui est finalement très trading orienté et qui nécessite aussi une attention particulière permanente du marché, quelle que soit l'heure. Alors si on va par exemple sur les marchés américains ou les marchés asiatiques, puisque le marché ne dort jamais, ou les devises par exemple, ou des crypto-monnaies, là c'est encore pire puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À ce moment-là, les robots sont vraiment beaucoup plus smart que l'humain. Il fait pas cette asymétrie. Il a une asymétrie à l'inverse, d'aller chercher plus de gains que de pertes. Il a la compétence de réduire les positions quand ça baisse et d'augmenter les positions quand ça monte. Et de réduire les positions quand il y a de la volatilité, même si c'est dans le bon sens. Donc il a toujours cette ambition de réduire le risque. Il cherche pas à gagner d'argent, l'algo. C'est ça qui est smart.
Alors, c'est pas tout le monde. C'est vrai que nous, on est spécialistes de ce domaine-là et je suis un passionné. C'est moi-même qui construis les algorithmes. Donc, je pourrais en parler des heures et je sais qu'on a monté quelque chose de très, très smart. D'ailleurs, on utilise, ces derniers temps, d'ailleurs, j'étais avec les fondateurs de ça, donc ils sont avec nous dans le projet. On utilise le système Core Satellite qui a été créé et imaginé par l'EDEC-RISC, qui est dans la région PACA d'ailleurs, pas loin de chez nous, on est à Sofia. Et, euh, et donc, c'est un modèle qui est basé sur le risque. Donc, c'est très conservateur, c'est très smart. Comment on explique que des robots se scratchent et font perdre potentiellement de l'argent également aux investisseurs? Est-ce que c'est l'investisseur qui paramètre mal aussi son robot? Est-ce que c'est l'investisseur qui est trop gourmand? Comment ça fonctionne? On doit paramétrer, on doit... Alors, le robot advisor, c'est pas un robot de trading. Donc, c'est pas quelque chose que on paramètre en disant s'il y a ça, si tout est au vert, alors j'y vais, si tout est au rouge, alors je coupe. Ça, c'est ce qui ne marche pas, justement. Ça, c'est ce qui fait, ça, c'est ce qui exactement ne fonctionne pas. C'est le rêve des gens. C'est-à-dire, voilà, si j'ai mon RSI qui attend, si j'ai ma moyenne mobile qui est là, c'est un peu les indicateurs de marché que je cite. Si ça, ça, ça et ça, tout est au vert, alors ça a un trade gagnant. Malheureusement, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, c'est exactement ce qui ne fonctionne pas. Le robot advisor, il a plutôt une démarche différente. Il a une démarche d'aller d'aller utiliser des classes d'actifs qui sont diversifiées et de faire ce qu'on appelle du money management. Il va intelligemment rebalancer entre différentes classes d'actifs en fonction de leur réussite, de la volatilité de marché, etc. Il n'est pas là pour aller chercher de la performance, il n'est pas là pour trouver des points d'entrée, il est là pour réguler le risque. Donc, le robot advisor, il est pas à paramétrer. Il essaie de comprendre quel type d'investisseur vous êtes pour essayer de trouver les classes d'actifs qui vous correspondent et d'imaginer le bon scénario de risque pour vous. Donc, il est forcément smart. D'ailleurs, les algorithmes, ils sont là pour réduire le risque, et ça, c'est smart aussi. C'est ce que tu disais en introduction, c'est là pour vraiment le boulot, c'est de réduire le risque et c'est pas forcément d'aller chercher la performance où on va se brûler les ailes, c'est de réduire le risque et pour contrebalancer en fonction du profil qu'on aura déterminé en effet. Ouais. À ne pas confondre, du coup, comme je le disais, avec des robots de trading qui viennent directement, par exemple, sur une action. Allez, on reprend Tesla parce qu'on était sur lui. Aller acheter au bon point, revendre au bon point, on achète sur les points bas, on revend sur les points hauts. Tiens, il y a tel indicateur, telle analyse de marché de tel économiste. Non, un robot advisor ne fait plutôt pas ça. D'accord, c'est exactement la confusion que moi-même je portais également. Robot de trading d'un côté, robot advisor plutôt du money management. D'ailleurs, dans robot advisor, la partie robot n'est même pas dédiée au fait qu'on passe les ordres automatiquement, puisqu'il y a plein de robots advisors qui ne passent pas les ordres et qui proposent simplement une allocation de portefeuille qu'on peut répliquer soi-même. La partie robot advisor, ça veut dire un conseiller robotique. En fait, c'est la partie écoute et étude du client, c'est-à-dire, ben voilà, est-ce que vous avez quel est votre niveau d'épargne, quel est votre niveau de salaire, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de risque averse, qu'est-ce que vous feriez dans telle situation de marché. On essaie de comprendre l'investisseur en face de nous pour construire un portefeuille à son image. Robot, construction à son image, advisor, conseiller. Ok. D'un autre côté, les robots de trading qui peuvent être sur le marché, moi j'y crois pas trop. Alors voilà, c'est sans critique. J'ai pas encore trouvé de robots sur le marché qui fassent vraiment des miracles, surtout des robots qu'on configure soi-même, où tout est dans le vert, etc. Ça, c'est typiquement ce qui ne marche pas. Ça va marcher sur une certaine configuration de marché, ça marchera plus du tout après. Alors, quelle est notre approche à nous? Ça, j'aimerais quand même te le dire, parce qu'on a quand même, du coup, on abreuve notre robot advisor de robots de trading quand même. Et c'est là où on a cette spécialité, puisque comme je te disais, j'étais algo trader. Donc l'algo trading se situe dans une analyse quantitative des choses, évidemment. Donc je l'ai fait d'un côté à travers le money management, donc ce que je disais tout à l'heure, le rebalancement, l'analyse du risque, etc. D'un côté. Et après, tu as plutôt le trading qui se fait sur les assets, sur les actifs en eux-mêmes. Donc, par exemple, essayer d'aller arbitrer Tesla, ou arbitrer une crypto-monnaie, ou arbitrer l'or, ou arbitrer une devise, l'euro-dollar par exemple, pour essayer d'aller chercher de l'alpha, de la performance. Et donc pour faire ça, c'est très compliqué. Donc le robot, en moyenne aujourd'hui, en tout cas de notre côté, même en utilisant de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance de patterns, de l'analyse de tendance, et même avec des années d'expérience, on a réussi à créer nos propres indicateurs, des indicateurs maison, beaucoup plus avancés que des simples moyennes mobiles. Nous, on a nos propres moyennes mobiles qui sont vraiment hyper adaptatives au marché, par exemple. On a une autre façon de lire le marché.
du moins. Donc, on détecte vraiment, par exemple, des zones de conso, des zones d'uptrend, des breakouts, ce genre de choses. Donc, tout ce que les gens rêveraient de dire, ah là, c'est le bon point pour rentrer. En fait, l'algo va être capable de trouver le bon point pour rentrer, mais c'est pas l'algo qui va décider si le marché il est haussier, baissier ou neutre. C'est l'humain. Et comment on fait? En fait, aujourd'hui, chez nous, on a un bureau spécialisé en analyse graphique et en analyse fondamentale, géré par des pros, évidemment. Je pense à Jean-Yves, hein, que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment un expert de l'analyse, par exemple, sur les Elliott Waves, notamment, qui va créer un certain nombre d'analyses pour tous les actifs avec le bureau. Et en fait, on vient insérer ça dans le robot qui comprend, qui superpose son analyse personnelle et l'analyse de l'humain. Et donc, c'est la combinaison des deux qui va venir acheter au bon point, parce qu'il y a un screening permanent du marché avec les robots. Les robots loupent pas les bons points. Mais par contre, le sens, tout ce que l'humain est capable de faire qui est extraordinaire, parce que l'humain est extraordinaire, il sait pas très bien gérer le risque. C'est ça son problème. Le robot est très bon. Mais par contre, il est extraordinaire pour sentir le marché, sentir les choses. Et donc, la combinaison des deux fait des résultats relativement extraordinaires pour générer de l'alpha sur chacun des actifs. Et donc, on a effectivement des robots hybrides, humano-technologiques, qui sont capables de prendre des positions smart sur différentes classes d'actifs, notamment les crypto-monnaies, par exemple, qui sont difficiles à gérer parce qu'il faut être en permanence devant, et d'abreuver notre robot advisor déjà de stratégies par actif qui sont déjà gagnantes. Donc le robot advisor vient réguler le risque, réguler entre les différentes classes d'actifs, entre le core et les satellites. Les satellites sont des actifs plutôt risqués, le core des actifs le moins risqué possible. On parlait d'obligations, mais comme on a aussi une source avec de la crypto-monnaie, eh bien on va chercher par exemple d'autres actifs sur les cryptos, notamment la DeFi, la finance décentralisée, qui génère des taux d'intérêt à quasi sans risque aujourd'hui, à forte valeur ajoutée. Et donc la combinaison de tout ça permet de créer un corps qui génère à très bas risque de la performance, et derrière on utilise des bouts de performance, des cousins de performance pour aller générer encore plus d'alpha sur des marchés et des actifs plus à risque comme les crypto-monnaies, les actions, les techs, etc. Ok, super intéressant. Et donc aujourd'hui, vous proposez tout ça avec Automata. Donc c'est une société qui est relativement jeune, mais qui quand même est bien installée et en plein développement aujourd'hui depuis 2017. L'investisseur qui serait curieux, qui aura envie de voir tout ça et puis de goûter à cette expérience et peut-être avec le produit que vous proposez aujourd'hui que tu viens d'écrire, comment on s'y prend? C'est accessible dès maintenant? Alors en réalité, Automata est le nom de la structure, Act.io est le projet. L'ambition à terme, et c'est pas le cas aujourd'hui, l'ambition c'est d'être à terme une néobanque qui permettra à monsieur tout le monde d'avoir son argent qui travaille quasiment en permanence. L'idéal, dans nos esprits, c'est de rendre presque le compte courant obsolète, d'avoir une chance que son argent travaille d'une manière ou d'une autre, du moins de risques possible. Donc, on va essayer de se rapprocher au plus possible, par exemple, du livret A, mais avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ce Mhm. que notamment on peut trouver aujourd'hui à travers de la DeFi, par exemple, jusqu'à l'accès direct au marché. Je suis moi-même trader, donc accès aux crypto-monnaies, l'accès aux actions américaines, européennes, ou l'accès à des ETF intelligemment pensés aussi pour l'utilisateur final. Et nos robots d'investissement automatisés qui permettront du coup d'avoir une gestion un peu passive pour l'utilisateur, mais active sur le plan de la gestion. Et l'ambition à terme, c'est d'avoir ce produit qui soit sous la forme d'une néobanque, donc avec une carte bancaire, où on peut à la fois utiliser sa néobanque au quotidien pour ses besoins, pour ses dépenses, avoir un accès direct à cet argent qui est investi, pour pouvoir facilement jumper d'un point à un point B, avoir l'argent qui est investi, mais à la fois directement accessible. Ça, c'est l'ambition à terme. D'accord. À l'image un petit peu de ce qu'on peut retrouver par exemple chez Binance avec leur carte crypto où on peut payer directement, Par exemple. ou peut-être Revolut, Neobank, qui proposent peut-être des services un petit peu similaires, etc. Pour ne citer que, hein, c'est un petit peu l'idée de proposer tout ça, de révolutionner un petit peu les finances Ouais. des particuliers et de proposer différents services qui étaient peut-être autrefois réservés, comme tu le disais, à des clients peut-être plus fortunés. Exact. Mais tu vois, toujours dans l'éducation, très, très, très pédagogique, avec un accès beaucoup plus large que les acteurs que tu as proposés. Binance propose que de la crypto. Revolut propose
des actions US et quelques crypto-monnaies. Nous, on va être extrêmement large dans les approches. Comme je disais, hein, il y aura des ETF, il y aura de l'immobilier tokenisé à terme, un certain nombre de produits innovants que notre concurrence n'est pas nécessairement en train de développer. Et notre ADN est vraiment le wealth management. Ce n'est pas un add-on. Je suis content que tu parles de Revolut parce que c'est certainement le meilleur acteur aujourd'hui qui se positionne en financial app. Le truc, c'est que ça reste des add-ons. Ils sont néobanques d'abord et l'add-on, c'est le financial. Nous, on est financial first et après, on a les add-ons autour de la néobanque. Quelqu'un qui veut vraiment le service parfait en néobanque, il faut qu'ils aillent plutôt sur les néobanques du moment. Même si on va avoir les fonctionnalités qui arriveront et qui seront très similaires. Mais on pense que la néobanque est une fonctionnalité qui peut arriver en add-on plutôt. Parce que on en a besoin tous les jours, partager l'addition, s'envoyer de l'argent entre amis, ce genre de choses, partager des comptes. C'est relativement simple comme fonctionnalité, c'est pas une fonctionnalité, on va dire, majeure d'un point de vue technologique, c'est facile à faire. Mais d'un autre côté, être très bon sur le wealth management, ça c'est notre corps de métier et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et on veut vraiment que le client soit au centre et puisse sentir qu'on lui a proposé ce qu'il y a de mieux avec les meilleurs frais. Et c'est pour ça que nous, les frais qu'on a aujourd'hui qu'on va mettre à disposition de nos clients, les produits qu'on va proposer sont en aucune comparaison avec tous ces acteurs, avec vraiment des frais très amoindris c'est très client-centric. On n'essaie pas de faire un max d'argent sur ça, on essaie plutôt de proposer le meilleur service possible, tout en gagnant de l'argent, mais de manière honnête. Mais j'aimerais quand même préciser un point qui est très important, c'est que aujourd'hui, la société est en phase de levée de fonds. Mm-hmm. Une ICO qu'on mène de front en Irlande, qui est régulé en Irlande, qui adresse le marché irlandais, même si aujourd'hui on parle en français, et c'est important de le notifier, parce que c'est quelque chose on fait pas de la promotion pour les Français, on fait de la promotion en Irlande pour le marché irlandais. Cependant, toute l'Europe a la possibilité de regarder ce qu'on fait, évidemment. Le produit n'est pas encore live, il sera live bientôt. Il sera officiellement live dans plusieurs mois en France, dédié au marché français, hein, le temps qu'on ait une acquisition notamment de la licence PSAN en France. On est en train de travailler sur les dossiers. On a amorcé ça, donc ça c'est vraiment bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà licencié en Irlande pour pouvoir adresser le marché européen. Ok, d'accord. Donc là, vous êtes installé, ça y est, vous avez les licences irlandaises et vous allez vous rapprocher du marché français, le temps d'avoir, comme tu le disais, oui, l'ensemble des autorisations, les discussions avec l'AMF, etc. Ça prend forcément toujours beaucoup de temps. Exact. Et donc c'est en place. Et en effet, tu parles donc d'ICO proposé en Irlande. Moi, j'ai fait mon curieux quand même. Je suis allé sur votre site akt.io pour le coup et on peut d'ores et déjà participer, même si on est résident français. Je ne sais pas si tu as le droit de le dire, pas le dire, mais moi je te pose la question, est-ce qu'on peut participer si on souhaiterait à cette ICO et en tout cas, l'ICO avec cette levée de ce jeton qui sera, j'imagine, un petit peu... Alors, j'ai pas pris le temps de lire le white paper qui est en ligne, mais qui sera, j'imagine, l'équivalent du BNB pour Binance. Ça sera un jeton un petit peu fonctionnel pour la plateforme, etc. Ouais, c'est tout à fait. Alors, c'est très bien vu. C'est un coin de placement. C'est un coin de paiement, comme le BNB. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjeuné avec le CEO de Binance hier. C'est très intéressant. C'était extraordinaire de partager nos visions. Et c'est vrai que notre coin est extrêmement similaire au BNB puisqu'on pourra payer dans l'écosystème de notre appli, réduire ses frais à tous les niveaux, que ce soit pour les abonnements, en payant directement avec le coin qu'on va émettre qui s'appellera le Axio Coin, donc AKTIO pour reprendre le site internet coin, un peu comme le BNB. Mais pour répondre à ce que tu disais, on adresse d'un point de vue purement communication uniquement le marché irlandais, mais en étant régulé dans un des pays de l'Europe comme Irlande, effectivement, n'importe qui en Europe, même hors d'Europe, puisque quand même on est quand même régulé, et pas beaucoup de sociétés malgré tout sont régulées pour faire des ICO. Beaucoup d'ICO sont sauvages aujourd'hui. Nous, on a vraiment fait le choix d'être licence first, et on est fiers de dire oui, n'importe qui peut venir participer à notre ICO, mais on conserve quand même l'information la principale à retenir, c'est qu'on adresse uniquement le marché irlandais. Et aujourd'hui, c'est important de le dire parce que les licences crypto-monnaies qui permettent de promotionner la crypto ou des entreprises qui font de la crypto-monnaie ou une ICO en Europe sont des accès, c'est-à-dire chaque pays a sa propre licence. Et donc, on ne peut adresser le marché du pays, donc par exemple le marché français ou le marché allemand,
que si on a la licence du pays. Donc aujourd'hui, on est restreint à une communication en anglais pour le marché irlandais uniquement, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir collecter des fonds de n'importe où en Europe ou ailleurs d'Europe d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. On a des gens un petit peu des quatre coins du monde. Je crois qu'on ne fait pas certains pays évidemment restreints, 10 pays noirs. On ne fait pas, je crois, les États-Unis non plus. Mais voilà, tout le monde peut participer à notre ICO, mais on conservera une communication et une stratégie marketing uniquement dédiée aux Irlandais. Ok, d'accord. Et donc, vous avez déjà fait une première levée de fonds, donc là, classique. Là, vous faites une ICO. Il y a déjà eu un premier tour de fait où vous avez levé déjà plusieurs millions d'euros. C'est encore accessible. Et puis après, donc, ça sera vraiment au grand public à un prix encore différent, courant du mois de décembre ou début d'année prochaine. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est très fiers de notre levée de fonds. Je pense qu'on va être vraiment parmi les plus grosses sociétés européennes de levée de fonds cette année. Et ça, on est hyper fiers de nous. En plus, on est à peu près à 15 millions de levées sur notre ICO en ayant eu extrêmement peu de communication marketing. Donc, il faut savoir qu'on est vraiment technologie d'abord, très peu marketing pour l'instant. Évidemment, il y a un enjeu marketing énorme, donc le marketing arrive, c'est vrai, mais on a peu dépensé. On a été extrêmement économe pour arriver à ce niveau technologique que nous avons développé. C'est quand même puissant. On a un corps, un framework technologique propriétaire qui se rapproche des technologies quand même de nos concurrents néobanques et qui font de la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment juste extraordinaire ce qu'on a réussi à faire avec des dépenses quand même relativement limitées, ce qui nous a été permis parce qu'on a réduit les budgets sur la partie marketing quasiment à zéro. On a quasiment dépensé zéro sur le plan marketing jusqu'à aujourd'hui et on est quand même dans une levée de fonds qui est considérable actuellement. On a pour ambition d'aller lever jusqu'à 27 millions jusqu'à fin février maximum. On liste notre coin au 1er mars. On lance notre application mobile pour le marché irlandais mais accessible partout en Europe à partir du 15 décembre. Donc tout le monde pourra créer un compte sur notre application. On est fiers de ça. C'est des années de travail pour en arriver là. On est très content. Et, et par la même occasion, on fera du coup notre public release, notre public sale, Oui. notre vente publique au marché irlandais. J'insiste parce que c'est le sujet légal qui est très important. Et aujourd'hui, on promotionne vraiment que là-bas. À 1 euro au lancement sur une market cap le 1er mars à 10 millions de valorisation, ce qui est extrêmement faible. Du coup, je te demande, peut-être que je te prends un cours, je vois qu'il y a un lien de parrainage. Est-ce que si les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune, euh, ils pourraient s'inscrire pour avoir un certain bénéfice, un certain avantage? Alors, ceux qui s'inscrivent ont l'avantage de pouvoir partager eux-mêmes leur propre lien de parrainage et d'être rétro-commissionnés d'apport d'affaires de 5%. Il se trouve qu'on est parmi les ICO les moins intéressantes pour ceux qui partagent, parce que nous, on est extrêmement pro et on souhaite que le prix de notre token, enfin notre coin, parce que c'est pas un token de paiement, soit le bon prix. Certaines ICO, j'en citerai pas, mais ont été beaucoup plus cavalières dans l'approche avec des propositions de rétrocommission à 20 ou 30%. Ça, faut fuir parce que c'est typiquement le genre de choses où en fait le prix du token baisse immédiatement derrière. C'est cavalier, c'est sauvage, c'est la pire des choses. Il faut fuir quand on voit des rétrocommissions comme celle-là. Alors, on a l'impression d'en avoir plein, et puis en fait, nos amis seront pas contents parce qu'ils n'auront pas acheté au bon prix. Et l'auditeur de la bonne fortune qui écoute aujourd'hui, qui souhaiterait rentrer, du coup, il a un intérêt particulier? Alors lui, aujourd'hui, qui rentrerait aujourd'hui, il peut bénéficier sur nos ventes privées, puisque c'est encore privé, d'un bonus de 12,5%. Donc ça, c'est quand même encore très intéressant. On est en discussion avec des gros fonds d'investissement et des gros business angels sur des deals comme cela. Et le fait de pouvoir le proposer au grand public, eh ben, on est quand même content parce que c'est pas significatif, hein, on parle pas de pourcentage monstrueux, mais voilà, on démarre déjà c'est un très beau projet, c'est un gros projet, hein, on n'est pas juste à l'étape d'idée, puisque nous, on lance notre application en même temps que le lancement public pour participer à l'ICO. Donc, c'est vraiment
rien à voir avec la concurrence qui a fait des ICO sur une idée où on sait pas trop ce qui va se passer derrière. Nous, on sait qu'on va avoir un succès commercial. Donc, c'est vraiment parier à la hausse sur le long terme. Mais malgré tout, il y a un petit bonus à 2,5 qui me paraît très intéressant actuellement. Bah, écoute, je te remercie Gaël pour toutes ces explications, ce petit tour d'horizon. Avant de te laisser, ça fait déjà une bonne heure qu'on est ensemble. Je souhaiterais savoir, toi, à titre personnel, donc on a compris ton appétence vraiment pour tout ce qui est marché dans son ensemble, marché boursier et financier, avec cette appétence au trading. Est-ce que tu investis sur d'autres classes d'actifs? Je pense bon, spontanément aux crypto-monnaies, tu les as évoquées, peut-être l'immobilier, l'or. Quelles sont, toi, tes classes d'actifs où tu t'investis personnellement? Alors, je fais typiquement ce que je vends depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai vraiment une stratégie ultra diversifiée. Par contre, j'aime dans ma diversification avoir à la fois des choses très peu risquées. Alors, moi, j'ai dans mes portefeuilles, j'ai de la finance décentralisée, donc de la DeFi qui rapporte quasiment sans risque, des taux d'intérêt assez élevés, donc c'est intéressant. J'ai de l'immobilier à fort rendement malgré tout, qui compose mon cœur d'investissement majoritaire. Après, j'ai principalement des valeurs à caractère technologique, comme je le disais tout à l'heure, sur les actions. Et j'ai des crypto-monnaies aussi qui vont aller me chercher du gros alpha, mais en proportion plus restreinte. Et j'ai composé un portefeuille relativement diversifié comme cela. Bon alors, c'est vrai que j'utilise aussi mes outils informatiques, donc mes propres robots, qui me permettent de gérer justement l'allocation au risque et d'avoir un portefeuille à la fois diversifié d'un côté. Et performant de l'autre. J'applique à 100% ce qu'on dit, parce qu'en tant que trader, et notamment, j'ai été haute fréquence pendant quelques années, et notamment sur le forex, avec des effets de levier. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais particulièrement passionné sur ce sujet, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué, et je sais quelles compétences on a dû acquérir avec mon petit groupe pour pouvoir arriver à ça, et c'était très complexe. Et je sais quels sont les pièges. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je ne m'amuse pas, et surtout dans ma position de CEO, pour bien conduire le succès de l'entreprise. On est quand même quasiment 100 à travailler chez Automata. Donc, je ne m'amuse pas à faire du trading. C'est quand même très, très compliqué. Je préfère laisser ça à des outils informatisés plus qualitatifs. Mais oui, grosso modo, je suis un peu sur toutes les classes d'actifs, dès lors qu'il y a quand même du rendement intéressant, de zéro risque ou quasiment zéro risque, vers des choses un petit peu plus à fort rendement. Mais j'y vais quand même. Ok, bah super, merci pour cette transparence et de nous dévoiler tout ça. J'aime bien poser, je te l'ai demandé dans le questionnaire d'approche et sur les différents échanges qu'on avait pu avoir précédemment. Est-ce que tu as une citation, un petit mantra que tu aimes bien, que tu te répètes un petit peu au quotidien, que tu pourrais partager à l'audience aujourd'hui? Alors avec plaisir, mais elle est un peu extrême. Moi, j'ai une citation que je n'aime pas, à l'inverse, en Ouais? fait. C'est "The sky the limit". Ouais, moi, c'est l'inverse, en fait, j'aime pas the sky the limit parce que pour moi, c'est trop bas. C'est trop facilement atteignable. Non, c'est une blague, mais en même temps, c'est pas une blague. Je pense que dans la vie, il faut avoir des paliers. Il faut progresser en paliers. Il faut que ce soit atteignable. Il faut que ce soit ambitieux, mais il faut que ce soit atteignable. Et il faut surtout essayer d'aller là où on souhaite aller, dans le confort, tout en étant quand même se challenger, en ayant l'opportunité d'y arriver. Je déteste les choses qui sont irréalisables. Comme par exemple, on peut pas aller là tout de suite à New York en 14 minutes. C'est impossible. Et ça c'est extrêmement démoralisant et démotivant, que ce soit pour des équipes, dans le travail ou dans la vie. Il faut que ce soit atteignable. Donc j'aime The Sky the Limit pour la première approche il y a un palier et c'est un palier très haut, c'est très ambitieux, mais allons-y, on fonce, on se défonce pour y arriver. Et j'aime vraiment ça. Et je suis comme ça. Donc avec cette ambition, mais avec des paliers atteignables. Et puis derrière, j'aime continuer à me dire qu'il n'y a pas de limite en fait. Donc un nouveau palier qui est quasiment inatteignable. C'est vrai que du coup, même s'il est controversé, même s'il est extrême dans ses propos, Elon Musk est quelqu'un qui est comme ça. Je pense que lui, il n'y a pas de sky de limite. Même Mars, c'est pas une limite apparemment. Donc j'aime ça quand même chez lui. J'aime cette aptitude à pouvoir aller toujours faire quelque chose de grand et de passer les étapes l'une après l'autre. Il a su le démontrer, hein. Il a quand même démarré avec PayPal, enfin même encore avant, mais je veux dire. Et puis il a tout remisé dans des projets extraordinaires qui sont aujourd'hui des projets majeurs. Et ça, c'est quelqu'un qui est extraordinaire sur ce côté-là.
On sent cette passion d'entrepreneuriat avec cette volonté d'atteindre le sky et puis même d'aller au-dessus et d'emmener tes équipes avec toi. En tout cas, je te remercie pour tout ça et ce super moment passé ensemble, Gaël, sur toutes ces petits tips que tu as pu nous offrir sur le monde vaste du trading, ses pièges, ses dangers, mais aussi ses possibilités. C'est vraiment un grand plaisir et puis je te souhaite vraiment tout le bonheur pour toi, pour ta boîte et je te dis à très vite. Merci Gaël. Merci beaucoup Ismaël, à très bientôt. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.